On arrive à cette histoire de Teni Brahima. Vous savez, je vous ai toujours dit que Teni Brahima n'est pas n'est pas le frère d'Alassane Ouattara, mais le fils d'Alassane Ouattara. Et dans la causerie, elle me dit, mais Keïta, est-ce que tu sais que j'ai une de mes sœurs qui sortait avec Teni Brahima? Avant, il était à la statistique, je ne sais pas c'est où exactement. Elle dit, c'est là-bas qu'il travaillait. Elle dit, il n'est pas le frère de Ouattara. C'est sa grand-mère qui l'a élevé, c'est-à-dire la maman d'Alassane Ouattara. J'ai dit, bon, comme moi je n'ai pas trop parlé de la vie des gens, moi j'ai dit, pour moi j'avance. Alors, je vais vous amener à comprendre quelque chose facilement, ce qui se joue en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Ça, c'est un premier point, gardez ça en esprit. Deuxièmement, je voudrais inviter tout le monde, sans exception, chacun de vous. Attendez, je vais pousser ça un peu. Je voudrais inviter chacun de vous, sans exception. OK? Je vais inviter chacun de vous, sans exception. Réfléchissons ensemble sur un paramètre qui me tient à cœur. Quel est ce paramètre? Les relations entre un frère et son frère, que ce soit le grand frère ou le petit frère. Et puis les relations entre un père et son fils. Vous comprenez? Entre un père et son fils. Alors, vous allez voir que si le père a une entreprise, le frère, pardon, on va aller d'abord avec le frère, il a une entreprise, il travaille avec ses propres frères. Vous allez voir un de ces jours, si un frère commet une erreur, une bêtise, le grand frère ou le petit frère qui est propriétaire de la boîte, il ne va pas tourner dans le dos, il ne va pas tourner en rond, il ne va pas tourner en bourrique. Il ne va pas tourner en bourrique. Il va tout de suite mettre le petit frère au pas ou le grand frère au pas. Au demeurant, un avertissement, sinon, ce sera une exclusion ou une radiation. On va le chasser. Ça, c'est relation frère-frère dans les entreprises. C'est mon frère, tu te permets de faire certaines erreurs, il y a longtemps, il t'a mis dehors. Mais le même frère, regardez-le avec ses enfants. L'amour d'un père, ce n'est pas l'amour fraternel. Le père est prêt à donner sa vie pour ses enfants. Et l'entreprise, dans sa pensée, appartient aux enfants. L'enfant fait une bêtise, on peut le mettre dans une suspension, le mettre au pas, et puis après on le ramène dans la boîte avec une nomination plus élevée. Quand vous regardez cette situation d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est à ça que je vais arriver. Ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire, tous les crimes qu'il est en train de commettre, toutes les velléités, toutes les personnes qui tentent d'être candidats, automatiquement, vous êtes détruits. Parce que Alassane Ouattara veut une seule personne en liste, Teni Brahima. Ce que Ouattara fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il ne va jamais le faire si Teni Brahima était son frère. Jamais. Il le fait. Parce que vous n'avez qu'à regarder cette relation forte qu'il a avec son fils. Ouattara est prêt à brûler la Côte d'Ivoire que de laisser Teni Brahima être écarté de la présidence. Je vais vous amener à comprendre. Je parle là des élections de 2025, donc écoutez-moi très bien, je vous en prie. Le président drogué, vendeur de drogue, ancien dealer de drogue du Gabon. Général drogué. Il a été reçu à l'Élysée, il a été reçu par Ouattara. L'assurance lui a été donnée. Il peut rester autant qu'il veut au pouvoir au Gabon. Ça n'embête personne, ça ne gêne personne. Au contraire, il aura et il va bénéficier de la bienséance et de la bienveillance de la France, tant qu'il va préserver les intérêts. Mais il y a un problème qui a été soulevé par Ouattara. Est-ce qu'il faut laisser ce président-là salir son image et mettre en péril la crédibilité de sa femme Dominique Ouattara? Donc quand le président
vendeur de drogue est arrivé, on lui a dit tout simplement, voilà ce que tu vas faire. Il va falloir que cette histoire de poursuite, cette poursuite-là contre Dominique Ouattara, c'est-à-dire contre la famille Bongo pour les biens mal acquis. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi la justice s'acharne un peu sur la famille Bongo. Parce que Omar Bongo a commis la bêtise originelle de quitter la France-Afrique et vouloir s'allier au Commonwealth, c'est-à-dire avec les Anglais. C'est pourquoi quand on l'a arrêté, vous avez vu la vidéo qu'il a faite, make noise, make noise, make noise. Il dit, tu es fou. Hein. Donc le coup d'État, c'est un coup d'État de la France pour préserver les intérêts de la France. Et les procédures judiciaires ont toutes, sans exception, en ce qui concerne en tout cas cette question de bien mal acquis, on a mis un coup de frein à tout. C'est ce qui explique Mme Dominique qui est sous les radars en ce moment. Donc Ouattara se trouve face à un problème. S'il n'est plus président, de toute façon, il protège les intérêts de la famille, les intérêts de la famille Foloro, Dominique et ses enfants. Qui va veiller sur les intérêts de la famille Dominique? Et qui va préserver, lui, ses intérêts? Alors, vous avez pu voir sur une des publications de mon jeune frère, le jeune conscient, que j'apprécie, que je respecte. Il a fait passer la vidéo d'un pasteur, je crois que c'était Sanogo. Moi, je suis content que mon jeune frère le conscient, c'est parce que lui se réveille aujourd'hui. Que tout le monde se réveille aujourd'hui par rapport au propos de ce pasteur. Enfin, je ne sais pas ceux qui s'appellent prophètes, ça c'est eux que ça regarde. Alors, tout ce que ce monsieur a dit, allez-y sur la page du jeune conscient et puis regardez. Tout ce qu'il a dit concernant la Côte d'Ivoire. Je vous envoie à une de mes interventions qui remonte à peu près 5 ans. Oui, je crois, à peu près 5 ans. Allez écouter. S'il y a une différence entre ce que j'ai dit et puis ce que votre prophète l'a dit. Il n'a rien dit de nouveau. Tout ce qu'il a dit, Keïta l'a déjà tout développé et beaucoup plus en profondeur que lui. Ce jour, j'ai même dit qu'au RHDP, c'est parce qu'ils n'ont pas encore perçu la notion de la puissance de Dieu. Dieu peut anéantir toute votre fortune en une fraction de seconde, sans savoir même que quelque chose s'est passé. Mais le pasteur Sanogo, vous pouvez, ce sera plus facile pour vous d'aller écouter que d'aller remonter à 5 ans pour voir tout ce que j'ai dit. Alors là, ce sont des centaines, voire des milliers de vidéos qui sont là-bas. Donc, c'est plus facile à le jeune conscient parce que lui, il a publié pour lui hier. Aujourd'hui, Ouattara se trouve face à un sérieux dilemme. Cheval de Troie. Un, il faut préserver les intérêts de la France, comme l'a toujours voulu le général de Gaulle et Félix Houphouët-Boigny, alors ministre délégué à l'Élysée. Deux, préserver lui-même ses propres intérêts et sa famille Ouattara, sans oublier ses nièces, ses neveux qu'il a placés un peu partout à la tête des sociétés d'État. Et puis troisièmement, préserver les intérêts des enfants et de son épouse, Dominique Ouattara. Mais dans ce chemin de Troie, la Côte d'Ivoire n'apparaît nulle part. J'espère que les Ivoiriens ont compris ce que j'ai dit. Dans cette présentation de Troie, la Côte d'Ivoire n'apparaît nulle part. Les intérêts de la France, la famille Ouattara, la famille Foloro. Jamais la Côte d'Ivoire n'apparaît dans ce schéma. Jamais. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'apparaît pas? Parce que dans les trois figures, je répète, dans les trois figures une troisième fois, toutes ces personnes-là s'appuient sur la Côte d'Ivoire, sucent la Côte d'Ivoire. En réalité, la Côte d'Ivoire n'a pas d'intérêt. Puisque la Ouattara vole en Côte d'Ivoire. C'est à partir des vols et des pillages qu'il a des intérêts. La France vole et pille la Côte d'Ivoire. Dominique et ses enfants volent et pillent la Côte d'Ivoire. Alors, de quel intérêt de la Côte d'Ivoire pouvons-nous parler quand la Côte d'Ivoire est volée et pillée par trois entités? Ouattara, Dominique, la France.
Voilà ce qui va rendre le cas de la Côte d'Ivoire beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Et si le chaos éclate, la crise post-électorale 2010-2011 ne sera rien à côté de ce qui va arriver. Ce n'est pas notre souhait, mais ce sont les choses qui ont été mises en place. Je parle sur le plan spirituel pour que vous compreniez. C'est pourquoi nous tenons responsables tous les leaders religieux en Côte d'Ivoire, sans exception, peu importe la confession religieuse. Ils sont tous coupables et tous devront rendre compte à Dieu. Parce que le chaos se prépare et tous ceux qui savent observer le voient de loin. Vous croyez que Dominique et ses enfants vont s'asseoir, croiser les bras et laisser la Côte d'Ivoire changer et mettre la main sur cette fortune colossale qu'ils ont amassée sans faire quelque chose? Qui a fait entrer le Mossad en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas la relation d'Alassane Ouattara. Dominique est une femme très, très connue et très, très dynamique. Elle a des relations au sommet de l'État israélien, dans le Mossad israélien en Côte d'Ivoire. C'est elle qui est à l'origine de ça. Vous croyez que c'est Ouattara? Ouattara est un idiot, il ne connaît rien. Il a menti à tout le monde qu'il a un PhD, il n'a jamais de PhD. Vous voyez la médiocrité de sa gestion. Alors, donc Ouattara est prêt à tuer pour que Téné Brema soit président en Côte d'Ivoire. Alors, ce qui fait que la France, l'Union européenne, les Américains ont tous décidé de fermer la bouche. Personne ne parlera sur la Côte d'Ivoire. Faites-moi confiance. Personne ne parlera en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Pour la simple et bonne raison que Ouattara a déjà ouvert les vannes pour les Américains, l'Union européenne et particulièrement la France. Ces gens-là, comme le président Assimi Goïta l'a dit, lorsque nous avons décrypté le message du président Goïta, il a dit, il a été clair, ils n'ont pas d'amis. Macron ne cesse de le dire, il n'a pas d'amis. Ils ont des intérêts. Le général de Gaulle l'a tellement bien dit qu'on n'a pas besoin encore de faire des analyses supplémentaires. Houphouët-Boigny, alors africain, nègre assimilé aux blancs, ministre délégué à l'Élysée, lui aussi a levé de la voix pour défendre les intérêts de la France. Donc la France n'a pas d'amis, mais des intérêts. Quels sont les intérêts de la France? Les intérêts sont énormes. Posez-vous toujours cette question. Voilà trois pays qu'on a toujours présentés comme des États pauvres, des États désertiques, des États enclavés. Alors pourquoi il est difficile pour les Européens, particulièrement la France, d'accepter que ces trois pays que vous appelez pauvres, désertiques, enclavés, qui décident finalement de dire non à vos aides? Vous aurez dû être content en ces temps de crise, tout le monde a besoin de l'argent. Le Mali dit votre argent, on n'en veut plus. Le Burkina, le Niger, même chose. Mais vous insistez toujours à vouloir les déstabiliser. Alors la question véritable que nous ne cesserons jamais de poser et de nous les poser, est-ce que ces États-là sont réellement pauvres? C'est faux. Alors, est-ce qu'il s'agit de petites ressources ou est-ce qu'il s'agit de ressources énormes, exploitables pendant des centaines, voire des milliers d'années? Parce que si c'était des petites capacités, jamais le Mali n'aurait posé un problème à qui que ce soit. Je dis bien si c'était des petites capacités, ce qui n'est pas le cas. Cela peut vous amener aussi à comprendre la posture de l'Algérie.
là où le ministre Lamine Zen a été, et puis il a mis carte sur table en ce qui concerne le Sahel par rapport à l'Algérie. Pourquoi l'Algérie, je vous l'ai dit la dernière fois, a fait passer son gazoduc, le Tiola, au Niger? Pour que le Niger, dans un premier temps, puisse bénéficier un tout petit peu de quelques petites ristournes sur le droit de passage. L'objectif, c'est d'exploiter le Niger, c'est de mettre la main sur les ressources du Niger. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'Algérie, en exploitant le Niger, puisse étendre sa main au Mali. C'est ça, c'est cette réalité. C'est cette réalité que nous devons comprendre. Alors, donc l'Algérie se croit tellement futée, intelligente, qu'elle s'est livrée à ce petit jeu-là, vouloir manipuler le Niger et puis avoir la main sur les ressources du Niger et les ressources du Mali en même temps. Mais le Mali a compris, le Mali a très bien compris, les autorités du Mali ont compris. Alors, donne-moi une seconde, on va juste rapidement. Voilà. Oh, ils sont en train de me fatiguer, hein. Attendez. Oh là là. Ils ont, ils ont suspendu un peu le live au niveau de TikTok. Je crois qu'ils ont des promotions, des trucs à faire passer. Donc, on va continuer ici avec Facebook et puis YouTube. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que nous allons développer tout à l'heure, c'est ce que nous allons chercher à comprendre. Alors, la Côte d'Ivoire. Les partis politiques se sont retrouvés et Soro Guillaume, qui avait appelé Alassane Ouattara, pour vous dire que quand vous êtes une personne ou une personnalité politique, si vous êtes trop rancunier, je répète, si vous êtes une personnalité politique trop rancunier, cela va agir forcément sur vos, je ne sais pas s'il faut dire sur vos performances ou quoi que ce soit, mais la rancune est mauvaise conseillère. Ça, c'est Alassane Ouattara d'abord. C'est pourquoi je fais tout pour que notre Premier ministre arrête d'être un peu, garder les choses et puis chaque fois qu'il a l'opportunité, en parler, ce n'est pas intéressant. Pour moi, quand on est un grand homme politique, on ne fait pas ça. On se met au-dessus de certaines choses. Les gens viennent nous insulter tous les jours sur les réseaux ici. Quand on fait nos interventions pour soutenir nos pays, les gens disent tout de nous. Vous me voyez souvent les qualifier de petits bâtards, de spermatozoïdes pourris, tous ces autres. Mais, et quand Keïta dit ça, c'est fini. Lui ne garde pas pour lui dans son cœur. Est-ce que depuis qu'on a commencé l'intervention d'aujourd'hui, vous m'avez vu parler à quelqu'un? Vous m'avez vu revenir sur des propos, par exemple, quelqu'un a dit quelque chose la dernière fois, ça m'a fait tellement mal, je vais revenir là-dessus aujourd'hui. Je ne fais pas ça. Mais Dieu seul sait combien de personnes me détestent, aussi bien au Mali que sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Dieu seul sait. Alors, ce qui est en train de détruire Alassane Ouattara, cette méchanceté, cette haine, est en train de ressortir sur sa personnalité physique. Parce que l'homme a une double dualité. L'homme est esprit, l'homme est corps. Cette dualité permet de maintenir l'équilibre émotionnel, spirituel et puis la santé physique et mentale. Mais si vous perdez de vue cet aspect-là, c'est compliqué. Moi, je dis toujours, quand Dieu fait en sorte que quelqu'un tombe malade jusqu'à un certain point, je dis toujours, quand vous sortez de cette maladie, vous devez être une nouvelle personne. C'est-à-dire, vous avez frôlé la mort, vous êtes passé à côté
de quelque chose de compliqué, quand vous ressortez, vous revenez avec une nouvelle image, une nouvelle personnalité. Mais toujours revenir, 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 c'est dangereux. Aujourd'hui, regardons Alassane Ouattara. Pourquoi nous craignons pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi nous disons qu'il y a un véritable péril qui est à l'horizon? Il ne s'agit pas seulement de dire que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, ça ne nous intéresse pas. C'est absolument faux. Et c'est très dangereux. Pour la simple et bonne raison que nous avons des concitoyens dans ces pays-là, la Côte d'Ivoire. On a des concitoyens de l'AES. Tous les 3 pays, nous avons des millions de personnes qui vivent là-bas. Nous avons OK. Donc, donne-moi une seconde, s'il vous plaît, je vais arrêter ça ici. Alors, waouh. Alors, pour la première fois, en direct sur TikTok, on a fait 2500. Pour la première fois sur TikTok, on a fait 2500. Waouh. C'est 2500 personnes qui étaient connectées sur TikTok. Alors que c'est la première fois que je fasse un direct sur TikTok. Waouh, c'est énorme. Alors, vous comprenez pourquoi Facebook me bloque? Je suis une icône, je suis une marque déposée. 2500 sur TikTok. OK, donne-moi une seconde. On va rapidement... OK, merci. Donc, ceux-là, ils sont vraiment... Ils sont compliqués. Donne-moi une seconde. Voilà. Alors, pourquoi, une dernière fois, pourquoi il faut faire beaucoup attention à ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de concitoyens de l'AES qui vivent en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une première raison. Deuxièmement, la déstabilisation de ce pays peut entraîner des mouvements à nos frontières. Alors, en quoi est-ce que les élections de 2025 peuvent être catastrophiques pour la Côte d'Ivoire? Lorsque vous avez, je vous permets de comprendre une logique toute simple. Voilà quelqu'un qui a accédé au pouvoir après avoir, je répète, après avoir menacé, attaqué, agressé, violenté, tué des Ivoiriens. Ce président-là s'appelle Dramane Ouattara. Et finalement, il accède au pouvoir. L'accession au pouvoir qui aurait dû être pour lui la consécration entre griffes d'une lutte politique, au contraire, est devenue non une consécration, mais son accession au pouvoir est devenue un moyen pour lui de se venger, de taper sur tout le monde. Tous ceux qui, par le passé, ont eu le malheur de causer un tort d'une manière ou d'une autre à Alassane Ouattara, il a réglé le compte de tout le monde pendant sa présidence. Alors, il empêche Laurent Gbagbo d'être candidat. Alors que lui-même, là, c'est Laurent Gbagbo qui a permis à Alassane Ouattara d'être candidat. Et cette façon de faire la justice sélective, cette façon de faire les choses selon sa volonté, selon sa façon, selon sa conception, et qui oublie ce qui s'est passé hier. Parce que ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Quand Dieu, souvent, Dieu nous fait passer par des épreuves. Il y en a qui disent, pourquoi Dieu m'a fait ça? Est-ce que pour me bénir, Dieu a besoin de me faire passer par telle ou telle épreuve? Est-ce que pour me rendre riche, Dieu a besoin de faire ça? Dieu a besoin de faire toutes ces choses-là
pour savoir quel genre de personne vous serez si demain il vous donne. Il vous permet vous-même de vous faire une idée de qui vous êtes. Dieu n'a pas besoin de ça puisqu'il vous a créé vous-même. Mais Dieu permet à votre entourage de savoir qui vous êtes. Que vous-même, dans votre fort intérieur, j'ai dit quoi? Il y a une dualité, l'homme et esprit. Donc, l'esprit qui a vécu la souffrance de la chair, le jour qu'il y a opulence, richesse, opportunité, ce même esprit va vous juger, vous regardez. Est-ce que cet esprit sera corrompu ou cet esprit va rester objectif et observer celui qui était dans la galère hier, aujourd'hui, ça va mieux, comment il se comporte? C'est pourquoi je dis, s'il n'y a jamais crise en Côte d'Ivoire, ça ira au-delà de ce que les Ivoiriens n'ont jamais vu. Est-ce que c'est notre souhait? Pas du tout. Mais nous parlons pour attirer la conscience des uns et des autres, pour attirer l'attention des uns et des autres. Nous parlons pour que ceux qui se disent guides religieux, ceux qui se disent défenseurs de la République et du droit républicain, du droit constitutionnel, qu'ils commencent à comprendre ce qui se joue. Parce que quand ça va péter, Alassane Ouattara ne va utiliser aucun moyen conventionnel, aucun moyen constitutionnel. C'est là le deuxième véritable visage de Ouattara va sortir. Le maléfisme. Je dis bien le maléfisme, la méchanceté et la haine. Les Ivoiriens ont défilé avec des chars français, tout le monde l'a vu. Pourquoi le monsieur refuse d'équiper correctement l'armée de Côte d'Ivoire? Oui, l'armée de Côte d'Ivoire n'est pas équipée, ça c'est une certitude. Mais les forces spéciales qu'il a créées, gérées, financées par la présidence, eux, ils disposent des armes dont vous n'avez aucune idée. Pourquoi le siège se trouve à l'ancien hôtel, comment on appelle ça, Sebroco, je crois. Non, c'est Sebroco. Oui, c'est Sebroco, je crois, oui. Il y a la petite colline là, quand vous venez d'Atekoubé, ceux qui connaissent bien Abidjan, hein, quand vous venez par Atekoubé en longeant la lagune, avant d'arriver au port ou au plateau, vous voyez l'hôtel là, ça y est, en hauteur, en pente. C'est là-bas que les forces spéciales sont logées. C'est là-bas que l'aménagement aussi, a fait de l'aménagement sans problème. Le Russie avait sa base aussi, une de ses bases là-bas. Alors, ces forces spéciales, vous savez pourquoi ils sont à côté du port? Parce que personne jusqu'à la date d'aujourd'hui n'a vu le matériel de ces éléments-là. Du port d'Abidjan, c'est quoi ça? Il faut aller, je travaille d'abord. Alors, donc, quand vous regardez la position, des forces spéciales en Côte d'Ivoire, comment ils sont positionnés? Je dis bien, quand vous regardez, le matériel qui vient par les bateaux, directement sont transités chez eux, sans passer par des contrôles, sans qu'un autre regard ne soit posé là-dessus. Dieu seul sait quelles sont ces armes qui sont disposées là-bas. Alors, est-ce que l'armée de Côte d'Ivoire commettra la bêtise de s'affronter à une telle armée sans connaître ses capacités militaires? Ça, on ne dit pas aux Ivoiriens. Si vous voyez que Ouattara a toujours fait sa grande gueule, on ne fera pas de coup d'État, on ne fera pas, on fera pas. Il parle en fonction de ces hommes-là. Mais Ouattara oublie qui est Dieu. Ouattara ne sait pas qui est Dieu. Comment il opère. S'il le savait, l'arrogance qu'il a, il allait mettre bas à terre. Alors, Ouattara est prêt à brûler la Côte d'Ivoire à cause d'une seule personne, même pas à cause de Dominique Ouattara, à cause de son fils Denis Brema Ouattara. Je vous ai parlé tout à l'heure en début d'émission du chef d'entreprise qui a son frère et puis son fils qui travaille avec lui. Que le frère et le fils commettent les mêmes erreurs, vous allez voir le traitement de faveur du fils et le traitement du frère. Ouattara est prêt à brûler la Côte d'Ivoire pour que Denis Brema, même si c'est un jour, puisse s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Je vous ai expliqué qu'une des raisons pour lesquelles ils ont arrêté les poursuites judiciaires contre les familles Bongo, c'est parce que sa femme Dominique est directement impliquée et lui-même il est directement impliqué. Mais il y a une information peut-être que beaucoup de gens ne savent pas.
Les gens pensent que la fortune d'Alassane Ouattara est stockée en France. C'est faux. Non, vous vous trompez. Sa fortune n'est pas en France. Ce n'est même pas en Occident. Je répète, sa fortune n'est même pas en Occident. La fortune d'Alassane Ouattara est stockée où? Au Maroc. C'est pourquoi le Maroc est le pays africain, même pas l'Afrique du Sud, même pas la Tunisie, même pas l'Égypte, même pas l'Algérie. Aucun pays en Afrique du Nord ne peut approcher le Maroc en termes de développement, en termes d'infrastructure, en termes d'économie, en termes de performance, en termes de tout ce que vous connaissez, indice humain. Le Maroc, moi, quand j'ai quitté le State et puis j'ai été au Maroc, à un moment donné, je me posais la question, si j'étais toujours aux États-Unis ou si j'étais en Afrique. Parce que, et quand je dis les États-Unis, je vous en prie, je parle des coins comme Beverly Hills, enfin ceux qui connaissent les quartiers UP. Je ne vais pas parler de tous les États, mais je parle de l'État dans lequel j'étais, la Californie. Mais le Maroc n'a rien à voir avec les États-Unis. Pour savoir que le Maroc était un beau pays, entre griffes, vous n'avez qu'à aller dans des endroits comme Beverly Hills et autres, Santa Barbara, Santa Clarita, Santa Monica, tout ça et autres, pour savoir réellement ce que c'est que le Maroc. C'est là-bas que se trouve la fortune de Ouattara et de sa famille. Mais comme ils ont une résidence en France, si un mandat d'arrêt contre Dominique Ouattara, comment elle peut aller là-bas? Puisqu'elle a détourné une partie des biens immobiliers d'Oufoui pour mettre au profit de Ouattara. Et c'est de ça que le pasteur Sanogo a parlé, les biens mal acquis. Il parlait d'Anda Djoumani, il parlait de Touré Mamadou, il parlait d'Adama Bitogo, il parlait de tous ces gueulards-là qui sont au RHDP. Alors aujourd'hui, Alassane Ouattara est en train de tout mettre en place pour une explosion en Côte d'Ivoire. Il est malade, sérieusement malade. Vous n'avez qu'à le regarder pour vous rendre compte qu'il est malade. Les dernières photos de Ouattara vous montrent l'image de quelqu'un. Vous vous posez la question, mais comment on peut être malade jusqu'à ce point et être rancunier, méchant et foncièrement méchant? C'est pourquoi la maladie de Ouattara, il n'y aura jamais de traitement significatif pour guérir Ouattara de son cancer. Le cancer de Ouattara va l'emporter dans sa tombe. Marquez la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui encore est une révélation de Keïta. Dites, je dis, le cancer de Ouattara va l'emporter dans sa tombe. Il y a longtemps, je vous ai dit de prendre notre nom. Aujourd'hui, je vous dis, prenez note. Pourquoi le cancer va l'emporter? 1. Il n'est pas croyant. 2. Il ne respecte pas Dieu. 3. Il méprise les religions. 4. Il a un sérieux problème avec la Côte d'Ivoire. Il déteste les Ivoiriens. Il déteste Houphouët. Il déteste tout ce que Houphouët a fait. Donc nous, dans le Sahel, on se prépare, non pas pour faire la guerre contre Ouattara, mais on se prépare pour anticiper cette guerre, parce que nous savons que Ouattara va créer le chaos en Côte d'Ivoire. Donc le Sahel s'apprête pour éviter que le Sahel ne devienne. Parce que s'il y a le chaos en Côte d'Ivoire, que va-t-il se passer? Parce que les gens ne comprennent pas grand-chose quand vous dites, nous on s'apprête. Ça veut dire quoi? Quand je vous amène en Syrie. En Syrie. Pourquoi Erdogan, au milieu de la crise syrienne, pourquoi Erdogan a fermé hermétiquement sa frontière? Parce que ceux qui rentraient en Turquie, beaucoup étaient considérés comme étant des personnes qui ont besoin d'aide humanitaire. Mais c'était faux. Beaucoup de terroristes ont transité pour entrer en Turquie. Vous avez vu que dans la même période, il y avait des attaques en Turquie. C'est là Erdogan a fermé la frontière. Il dit plus personne. Et il a mis un camp où il a mis des fils barbelés et des militaires pour protéger. Personne ne sort du camp. Tout ce dont vous avez besoin, ils ont installé des boutiques, ils ont installé tout ce dont tu peux avoir besoin, ils ont installé tout ça dans le camp. Mais personne ne rentre en Turquie. Alors si la Côte d'Ivoire subit ce que nous craignons, vous ne croyez pas que ce sera une opportunité pour le Mossad, pour la DGSE,
pour la CIA d'infiltrer le Sahel, au motif que ce sont des personnes qui sont dans le besoin, au motif que c'est une aide humanitaire. Vous croyez que quoi? Mais attendez, c'est parce que la Libye a été déstabilisée que le Mali a subi les affres du terrorisme. Alors, vous croyez que nos autorités vont dormir et ne pas prendre au sérieux cette menace qui est la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui était havre de paix, n'est plus. Non, ce n'est plus ça. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est potentiellement dangereuse parce qu'à tout moment, la Côte d'Ivoire peut exploser. Et si elle explose, les réfugiés, ils vont aller où? Les réfugiés, c'est le Burkina directement et la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Sénégal, le Ghana, à l'époque de Gbagbo Laurent, les Ivoiriens, beaucoup ont choisi le Ghana. Parce que c'était plus proche, c'était plus facile. Beaucoup sont venus aussi au Mali. Beaucoup sont allés au Burkina, beaucoup sont allés même au Niger. D'autres sont au Sénégal. Mais disons tout de Macky Sall, le criminel. Mais Macky Sall, de loin, est meilleur qu'Alassane Ouattara à tout point de vue. Même s'il a tué, des morts sont à son corps. Bon, au moins, il a ouvert le débat pour que tous les Sénégalais soient candidats. Mais est-ce que c'est ce que Ouattara veut? C'est pas ce que Ouattara veut. Macky ne s'est limité qu'à un seul mandat. Alors, il y a une possibilité pour les Ivoiriens d'échapper. Parce que si vous laissez Ouattara s'enraciner, si vous laissez Ouattara organiser ces élections-là, la crise post-électorale 2010-2011 ne sert à rien à côté de ce qui arrive. Prenez BIC, marquez encore la date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est notre souhait? Ce n'est pas notre souhait. Mais nous parlons pour interpeller. Nous parlons pour avertir. Parce que les informations que nous avons, ce n'est pas toutes ces informations que vous allez venir verser sur les réseaux. Personnellement, quand je parle, je fais beaucoup le tri pour ne pas dire certaines choses. Je ne peux pas développer toutes les informations que j'ai. Je ne peux pas. Je suis obligé d'aller avec le minimum dont vous avez besoin. Parce qu'il y a des informations, si je donne ici, même la sécurité d'État va m'appeler pour me demander, mais comment tu as eu ces informations-là sur la Côte d'Ivoire? Je ne le dirai pas. Mais ce que je peux vous dire, que les Ivoiriens prennent conscience du danger. Ouattara veut déstabiliser le Sahel. Et si créer le chaos en Côte d'Ivoire peut permettre la déstabilisation du Sahel, Ouattara le fera. Les Ivoiriens, est-ce que j'ai dit quelque chose? Je vous ai dit que je n'ai pas envie de parler. Sinon, on me demande comment j'ai eu ça. Ça, c'est un petit élément. Ouattara peut prétendre, Ouattara va tenter de créer le chaos en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de déstabiliser le Sahel. L'objectif, c'est d'infiltrer le Sahel. Macron va dire, c'est pas vrai. Comment ce sorcier-là, il sait encore ce qu'on veut faire. Macron, là où tu crois que tu es caché, là, c'est là-bas que je dors. Quand Ouattara s'est précipité pour entrer en Côte d'Ivoire, je disais comme ça aux gens, je dis, mais il va, quand l'indépendance là va finir tout de suite, il va, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Pardonnez, il faut que je, voilà. Voilà. Alors, donne-moi une seconde, j'étais en train de refuser les gens qui veulent participer à mon direct là, je n'accepte pas ça. Je répète, Ouattara peut créer, pas peu, Ouattara veut créer le chaos, mais un semblant de chaos pour que on puisse infiltrer le Sahel. Parce que si les réfugiés vont à la frontière du Mali, c'est pourquoi dès aujourd'hui, nous demandons à nos autorités de renforcer nos frontières avec la Côte d'Ivoire. Aussi bien au Burkina qu'au Mali. Et même avec la Guinée, je demande au président Assimi Goïta de faire beaucoup attention à ce qui se passe du côté du Sénégal, de la Guinée, avec le Mali. De faire énormément attention. Parce que les propos flatteurs d'Ousmane Sonko ne doivent pas nous faire perdre de vue l'essentiel. On peut utiliser le Sénégal. Il a menti. Il dit aucun pays, aucune organisation, personne n'utilisera le Sénégal pour déstabiliser le Mali. Mais pourtant, quand l'Ukraine a fait cette déclaration, qu'est-ce qu'on a fait de l'ambassadeur de l'Ukraine?
Rien. Est-ce qu'il a été expulsé? Non. C'est la société civile sénégalaise qui est en train de se manifester, qui refuse d'ailleurs que l'ambassadeur du Sénégal et que l'ambassadeur d'Ukraine reste au Sénégal, malgré les tentatives de mensonges de l'Ukraine qui essaie de choses. Mais alors, cette réalité, je le dis, je le répète, Ouattara va tenter, je répète, Ouattara va tenter de créer un semblant de chaos dans l'objectif d'infiltrer le Sahel. Parce que la France, mettre la Côte d'Ivoire KO et puis récupérer le Sahel est plus bénéfique à la France que de rester avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Alors, si la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tout ça, s'ils ont tout ce qu'ils veulent avec eux, pourquoi ils sont après nous? C'est la question que chacun devrait se poser. Pourquoi ils sont après nous? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? C'est parce que nous disposons de ressources naturelles de loin, la plus grande quantité qu'aucun pays ou qu'aucune ancienne colonie française n'en dispose. Nous avons plus de ressources que l'Algérie. Nous avons plus de ressources même que le monde arabe africain. Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc, Libye. On a plus de pétrole que tous ces pays réunis. Tout, je le dis, je le confirme. Vous n'avez qu'à aller écouter ce que le président Goïta dit. Avant, le président Goïta ne parlait pas de nos ressources comme ça, de notre richesse comme ça. Mais pourquoi c'est maintenant qu'il parle de ça? Parce que les premiers résultats, lui-même, il est dépassé de ce qu'on lui a dit. Et rappelez-vous, il y a quelques mois de cela, je vous ai dit, Assimi, il a eu les premières estimations. Ça n'a pas été officiel, hein, mais moi, je vous ai dit qu'Assimi Goïta a déjà les premières estimations. Cela remonte à des mois. C'est après ça que vous avez vu quelqu'un a fait une publication, pas de 4000 milliards de barils. Mais ça, il parle peut-être du bassin de quoi là, de Taoudéni, ou bien dans la région de Kidal. Mais il ne parle pas de tout. Nous sommes le futur du monde occidental. Et ce futur-là, il faut le combattre par tous les moyens. Et si une élection peut servir de mobile pour créer le chaos en Côte d'Ivoire et infiltrer le Mali, pourquoi ne pas le faire? Parce qu'aujourd'hui, ils ont tenté par plusieurs moyens. Vous avez vu que nous avons intercepté des faux billets au Mali. Le Burkina aussi a intercepté des faux billets. Le Niger a repoussé une violation de son territoire par les Américains. Les Français ont été étonnés de voir que la violation de l'espace aérien du Niger, on a pu identifier l'avion, le numéro de série. Tout ça, la France a posé la question, comment ils ont eu ces instruments-là pour avoir ces genres d'informations sur l'avion qui a traversé cette partie de l'espace du Niger. Les gens savent qu'on se prépare. Sadio Kamara actuellement est où? En Russie. Pour acheter des armes. Vous avez vu. Il a parlé, vous avez entendu. Le Burkina est là-bas. Le Niger est là-bas. Alors, les gens savent très bien et ils se disent, il y a en matière d'armement, il y a un niveau. Quand vous atteignez ce niveau, on ne peut plus vous faire la guerre comme ça. Vous croyez que notre objectif à long terme, ce n'est pas d'avoir une arme atomique? On dit, est-ce que ce n'est pas encore de ça ils ont attaqué Saddam Hussein? Bon, ça c'est entre eux et Saddam Hussein. L'Iran a l'arme, l'Afrique du Sud en dispose. Pourquoi on va s'en priver? Parce que la seule façon que cette communauté malhonnête, dite occidentale, c'est qu'elle se rende compte que vous avez des armes capables de rivaliser avec leurs propres armes, que vous avez des moyens logistiques militaires capables de riposter à toute agression, à toute attaque, à tout moment. C'est la seule condition qui fait que ces pays-là, soit vont vous attaquer de façon verbale, mais ne vont jamais lancer une opération sur vous. L'erreur fatale de Kadhafi, je le dis toujours, deux. Généralement, je vous dis un. La première, c'est que Kadhafi
a fait de son armée une armée de mercenaires, c'est-à-dire ce sont des mercenaires qui composaient l'armée de Kadhafi. Et deuxièmement, Kadhafi avait des armes efficaces pour riposter. Kadhafi n'a jamais utilisé ces armes-là contre l'invasion. C'est la même chose que Saddam Hussein. C'est après que les généraux, les officiers supérieurs de Saddam Hussein, après la mort de Saddam Hussein, eux, ils ont mis la main sur ces armes-là, ils ont commencé à riposter. Et c'est là que les Américains ont commencé à mourir. Comment les Américains ont été choqués par la guerre d'Irak? Beaucoup d'entre vous, vous connaissez à cette époque-là, parce que l'opération a été lancée quand j'étais encore là-bas, aux États-Unis. L'opération est lancée, ça m'a trouvé là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y a un journaliste qui a filmé, j'ai déjà développé ça il y a longtemps, mais je vais développer brièvement. Il y a un journaliste qui a filmé les cercueils des Américains qui sont arrivés. Bon, le chiffre exact, je ne l'ai plus, mais ça tourne entre 2000 et 4000 soldats américains. C'est beaucoup d'avions qui sont venus. Les avions sont venus déposer. Et chaque fois qu'ils venaient déposer, on faisait entrer les cercueils. Tu sais, les Américains, eux, c'est toujours l'exagération, ils ont des hangars. Alors, il y a un Américain qui a été informé, un journaliste d'investigation, qui a été informé par un soldat américain, qui lui a donné l'heure exacte et l'aéroport. Donc, il allait se positionner parce que l'aéroport, ce jour-là, dans un rayon de, je sais pas, de 50 km, un truc comme ça, ils ont bouclé complètement l'aéroport. Bon, le gars, je ne sais pas comment il a eu l'objectif avec qui il a acheté, mais il avait un objectif qui pouvait aller au-delà des 100, 200, voire 300, jusqu'à 500 mètres, prendre les images de façon correcte. C'est avec ça, je crois qu'il allait dans un hôtel ou sur un arbre quelque part, et puis il avait une vue sur l'aéroport, mais de loin. Il a cadré et puis il a pris la photo des cercueils. Et ça fait la une des journaux. Donc le lendemain, c'était sur la première page du journal. C'est là que l'Amérique a été choquée. Parce que le discours qui tenait, le discours que l'administration de Bush tenait, c'était pas ça. Pour eux, les Américains sont des super-héros, ils meurent pas. Mais c'est les Irakiens qui meurent seulement. Mais quand les Américains ont découvert cette triste réalité, ces images, parce que quand un soldat américain meurt, c'est tout de suite un drapeau américain comme sur le cercueil. Et c'est ça que les Américains ont vu. Des milliers et des milliers de cercueils. Mais cette prise de conscience a commencé quand? Quand les Irakiens se sont dit, on n'a plus rien à perdre, on a les là, ils ont cassé, ils sont rentrés, aller prendre des armes, et puis ils ont commencé à former. C'est là l'État islamique, tout ça est né. Ils ont commencé maintenant à tuer les Américains, à les piéger. Ce pas des super-héros, ce pas des gens qu'on dit on ne peut pas tuer. On les a tués au Vietnam. Ils ont fui de l'Afghanistan. Vous avez vu actuellement, là, ils sont en train de faire, quand ils fuyaient, là, ils ont mis des grenades dans les moteurs des hélicoptères, des blindés qu'ils ont laissés. Mais ce jour-là, j'ai dit, vous êtes le pays le plus idiot au monde. Les blindés, les hélicoptères, là, ils ont appelé les Russes. Ils sont venus avec des nouveaux moteurs, ils ont mis dedans. Et c'est avec ça qu'ils ont paradé la dernière fois. Des milliards de dollars d'équipements, les Américains sont partis pour laisser. La Russie a mis en place, ils ont donné ça aux talibans, là. Ils ont paradé avec. Alors, donc, il n'y a pas aujourd'hui, pourquoi on les a laissés tranquilles? Parce que les Américains savent quel genre d'armes qu'ils ont laissé, quel genre d'armement qu'ils ont laissé. S'ils veulent les emmerder, ils savent que les gens là peuvent les frapper avec ces armes-là. Depuis qu'ils sont partis là, est-ce que vous avez vu, ils ont mis leur bouche dans l'affaire des talibans? Ils ont laissé tranquille. Alors, quand on nous fait croire que c'est des super-héros, on nous effraie. Pourquoi je parle de tout ça aujourd'hui? Je vous parle de tout ça pour dire que nos États ne sont pas dirigés par des présidents lâches. Nos États ne sont pas dirigés par des présidents politiciens. Nos présidents sont dirigés par des militaires qui ont pris l'engagement de veiller aux intérêts de nos peuples. C'est la raison pour laquelle je vous en parle. Créer le chaos en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Sahel, ça peut être une stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Et j'essaie déjà, je finis mon travail d'abord. Cette stratégie-là, c'est là que j'interpelle nos autorités de faire beaucoup attention. C'est là que j'interpelle l'AES de faire beaucoup attention.
de renforcer nos frontières à l'approche des élections présidentielles. Parce que à quoi ça sert, un, d'empêcher Soro Guillaume d'être candidat, et quand son parti assiste à une réunion politique, celui qui a participé à la réunion, on l'arrête et puis on le met en prison. Alors que toi-même, là, tu as sauté clôture avec ta femme. Alors, vous croyez que Dieu n'a pas un problème avec Alassane Ouattara? Si c'est ça que vous croyez, c'est que vous êtes les personnes les plus idiotes au monde. Dieu a un sérieux problème avec Ouattara. Dieu a un sérieux problème avec Ouattara. Je répète, Dieu a un sérieux problème avec Ouattara. Et ça, les Ivoiriens, vous devez faire beaucoup attention. Parce que empêcher Soro d'être candidat, le condamner à perpétuité pour un crime qu'il n'a pas commis, pour avoir dit non, je ne crois pas à ton RHDP. Donc Ouattara se dit, si Dieu agissait comme Ouattara, nous tous là, on serait morts il y a longtemps. Parce qu'on a fait tous des bêtises quand on était jeunes. On a commis des erreurs. Mais Dieu nous a pardonné. Dieu nous a rétablis. Et Dieu nous a manifesté son amour. Mais en retour, que fait votre président criminel sanguinaire? Quand je vous dis que Ouattara président, s'il y a une crise, ce sera pire que Gbagbo Laurent. Pourquoi? Gbagbo Laurent, il avait l'amour du prochain, la crainte de Dieu. Gbagbo Laurent, c'était un politicien avisé qui cherchait toujours les voies et moyens pour résoudre une crise. Quand Mangou lui a dit, on va aller faire la guerre, il dit, il allait faire la guerre contre qui? Ce n'est pas des Ivoiriens, vous allez prendre les hommes pour aller tuer qui? Il dit non. Quand il était en Italie, que l'opération a été lancée, on devait prendre le pouvoir avant qu'il n'arrive. Il a même été déconseillé qu'il vienne. Mais quand même, il a pris l'avion, il est venu. Pendant que Ouattara a sauté clôture, lui, il a pris son avion, il est revenu dans son pays. On pouvait abattre son avion à la descente. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas de système de contrôle aérien pour intercepter des missiles ou des roquettes. La Côte d'Ivoire n'en dispose pas. Donc on pouvait abattre l'avion du président. Il n'a plus le risque même de rentrer chez lui. Et il a cherché tous les voies et moyens pour mettre un terme à la crise. Il a même pris celui qui a pris les armes contre lui. Là. Si Soro avait arrêté Gbagbo Laurent allait être condamné. Soro Guillaume, rebelle, s'il avait arrêté Gbagbo Laurent allait être condamné. Et peut-être même empoisonné en prison. Mais ce n'est pas ce que Gbagbo a fait. Gbagbo l'a appelé à côté de lui, viens voir travailler. Et Soro Guillaume était la deuxième personnalité la plus importante de la Côte d'Ivoire après le président Laurent Gbagbo. Mais que fait Alassane Ouattara? Quand je vous dis la crise sera pire, c'est par rapport à tous ces paramètres. Celui qui était là, qui était humain, celui qui était là, qui cherchait les voies et moyens, celui qui était là, qui comprenait, celui qui était là, qui vivait la réalité de son peuple, celui qui était là et qui a dit, je ferai tout pour éviter un carnage à mon peuple. Et celui qui est là, qui dit, tous ceux-là, il faut les tuer, il faut les mettre en prison. Parce que l'injustice, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas du tout. Et Ouattara est le champion de l'injustice. Instrumentaliser la justice, ces condamnations bidons, ces arrestations. Quand on vous dit que cette crise, prions Dieu qu'elle n'ait pas lieu, parce que celle à lieu, elle n'aura rien à voir avec celle de 2010 et 2011. Pour la simple raison que celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire était mécréant. Un président rancunier, méchant, un président criminel. Contrairement à celui qui était au pouvoir en 2010, Alassane Ouattara est la déception. Alassane Ouattara a trahi tous les engagements qu'il a pris, il a tout trahi. Quand nous disons que la Côte d'Ivoire est une bombe à retardement, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous ne pouvons pas accepter, c'est-à-dire nous asseoir, croiser les bras, et puis regarder la Côte d'Ivoire s'embraser et dire que nous, ça ne va pas agir. La Libye était à des centaines de kilomètres du Mali. Mais pourquoi la déstabilisation de la Libye a provoqué le désordre dans le nord du Mali? Parce qu'il y a eu des complots, il y a eu des trahisons. Pour que ceux-ci viennent avec leurs armes dans le nord du Mali. Pour commettre les pires crimes que vous connaissez. C'est pourquoi nous disons une fois encore, nous continuons et nous persistons à dire qu'il faut surveiller de près ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Écarter Soro Guillaume
écarter Gbagbo Laurent, peut-être vouloir même écarter Tidjane Thiam. Qu'est-ce que cela va entraîner? Houphouët a dit, nous sommes patients, mais des patients actifs. La Côte d'Ivoire ne s'est jamais rebellée véritablement. Il y a eu une rébellion, c'est vrai, mais ce n'était pas la révolte du peuple. Mais le jour que ce peuple-là va se révolter, avec l'injustice que ce peuple a subie, ce sera grave. Et la question, est-ce que ce n'est pas quelque chose même que les dirigeants veulent? Parce qu'ils se disent, on est tellement bien équipés, on a tellement d'armes, contrairement à Gbagbo Laurent, s'il y a quelque chose, on va mater tout de suite. Mais en même temps, quand ils vont créer le chaos, comme la DGSE a toujours travaillé de concert, ils vont tout de suite essayer d'infiltrer nos pays avec des mercenaires pour venir commettre des crimes. C'est pourquoi nous devons garder nos frontières hermétiquement fermées. Et toutes les personnes dont on aura la suspicion sur quoi que ce soit, que ces personnes-là ne traversent jamais nos frontières. Vous savez, le Gabon il y a eu les assises nationales au Gabon. Mais si vous lisez les recommandations des assises nationales du Gabon, la question que je me pose, est-ce qu'on est en Afrique? Le Gabon est devenu le pays le plus nazi. Le Gabon est pire même que l'Allemagne nazie. Allez-y, regardez leurs recommandations. Mais vous n'avez pas entendu l'Union africaine, parce que les recommandations des assises du Gabon, ça remet en cause tout ce qu'il y a comme fondement, comme fondamentaux de l'unité africaine. Les assises nationales du Gabon remettent en cause l'existence même de l'Union africaine. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, j'ai regardé, j'ai écouté, j'étais dépassé et je n'ai vu personne. J'ai dit, mais personne en parlait. Allez-y et puis lisez les assises nationales. Ce qu'ils ont demandé au président criminel, vendeur de drogue, Soulard, là, qui est au pouvoir, là, avec son nez épaté, là. Allez-y, regardez. Moi, j'ai couronné au moins, pour moi, c'est long. Mais pour lui, on dirait... Allez-y, regardez ce qu'ils ont dit là-bas. Allez-y lire les assises. Ce qu'ils ont dit du Gabon. Ça fait ce qu'il veut que le Gabon devienne. Mais quand c'est nous, là, on est premiers à nous attaquer. On n'a pas vu quelqu'un, cette organisation maudite, fait, idiots qu'ils sont là, Union africaine, bâtard que vous êtes là. Vous n'avez pas vu ce que le Gabon a dit? On n'a pas entendu. On n'a pas entendu. Même la question des droits de l'homme, on n'a pas entendu. Même la Cour de justice, quoi, la même la de l'UNAM, on a... Mais allez-y, lire. Est-ce qu'un pays africain devrait faire de telles propositions? Est-ce qu'un pays africain devrait avoir une telle constitution? Allez-y, lire, je vous en prie, allez-y. Alors, Alassane Ouattara est à la manœuvre. Créer le chaos pour se maintenir au pouvoir. Créer la division pour mieux gouverner. Il ne veut pas de Gbagbo Laurent au pouvoir, mais ce n'est pas à lui. C'est au peuple et à Dieu de décider. S'il remplit les conditions, qu'il soit candidat. Mais Ouattara le fait à dessein parce que le RHDP aujourd'hui n'a pas cette base véritable. Ils n'ont rien. C'est la grande gueule. Ils n'ont plus d'assises. Vous ne pouvez pas détruire, casser les maisons des gens, casser les mosquées, mettre les gens dans la rue, et que ces gens-là, aussi idiots soient-ils, ils vont revenir encore plus voter pour vous. Ouattara sait qu'il ne peut pas gagner les élections de 2025. Donc Ouattara, mieux vaut créer le chaos pour s'assurer une victoire volée. Et non seulement le chaos va entraîner une victoire volée, mais le chaos va permettre aussi d'infiltrer le Sahel. J'insiste sur cela, parce que quand nous on fait les interventions, par la grâce de Dieu, le service de renseignement nous écoute. Je ne dis pas qu'ils font ce que nous demandons, c'est pas ce que je dis. Ils viennent nous écouter. S'il y a du bon dedans, ils prennent et puis ils font leurs analyses là-dessus. Ils font leurs recherches là-dessus. S'il y a quelque chose de bon dedans. Moi, je me vante avec parce que quand vous avez été appelé par un tel service, c'est un honneur. Pour vous dire qu'on vous suit, c'est un honneur.
Et c'est une fierté pour moi d'être suivi par le service de renseignement de mon pays. Ah, alors, si le service de renseignement de mon pays me suit, vous croyez que les autres qui sont à l'extérieur là, ne nous écoutent pas? Je ne parle que de ce que je connais, donc je ne parle que de moi seul. Si ça blesse, tant pis. Si ça ne blesse pas, tant mieux. Si ça blesse, tant pis. Si ça ne blesse pas, tant mieux. Si ça blesse quelqu'un, je m'en fous. Si ça blesse personne, je suis très heureux. Nos services m'écoutent et des services extérieurs d'autres pays m'écoutent. Parce qu'ils savent que ce qui est dedans, c'est pas petit. Et ce qui sort de ma bouche, c'est pas pour les enfants. Cette histoire de déstabilisation que je parle là, la Côte d'Ivoire, d'Alassane Ouattara a échoué. Parce que quand on dit Côte d'Ivoire, il faut faire la distinction. Nous n'avons pas affaire aux Ivoiriens, comme l'a dit le capitaine. Les Ivoiriens ne constituent pas une menace pour nous. Mais c'est le pouvoir ivoirien qui constitue une menace pour nous. Ce n'est pas la même chose. Et nous nous apprêtons contre toute éventualité venant de la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Il veut créer le chaos pour se maintenir au pouvoir. Et en créant le chaos, il veut déstabiliser le Sahel par l'infiltration de mercenaires et de terroristes formés, armés, payés par la France, les États-Unis, l'Union européenne, la Côte d'Ivoire et la CEDEAO. Donc, c'est pourquoi nous insistons sur la fermeture hermétique de nos frontières. Peu importe qu'on nous dise nous sommes des voisins, c'est parce que nous sommes des voisins que vous laissez des voyous venir chez nous. Que ce soit le Sénégal, que ce soit la Guinée, que ce soit la Côte d'Ivoire, que nos pays prennent toutes leurs responsabilités. Le Sénégal aujourd'hui n'est plus un pays fiable. Non pas que nous ne croyons pas aux Sénégalais, mais nous ne croyons pas à ces deux petits, ces deux anciens taulards là au pouvoir là. On ne les croit pas. On ne croit pas. Il a fallu Assimi Goïta, il a fallu le capitaine Traoré, il a fallu le général Tchani pour qu'on se rende compte de la vraie valeur d'un président panafricain. Mais ce n'est pas les deux plaisantins là qui sont au Sénégal. Ce sont des plaisantins. Ce qu'ils disent avec ce qu'ils font, ce n'est pas la même chose. Ce qu'ils ont dit quand ils étaient opposants et ce qu'ils disent quand ils sont au pouvoir, ce n'est pas la même chose. Des gens comme ça, là, on ne se fatigue plus pour les suivre, pour les écouter. Le général Mamadi, il a trahi tout le monde. Nous, on ne fait plus confiance à ce monsieur-là. Et nos autorités le savent mieux que Keïta. Donc, en cela, pour clore mes propos, au sein de l'AES, nous prenons nos dispositions et nous allons continuer à prendre nos dispositions. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina, le Niger, nos États sont en Russie. Il y a la présentation de nouvelles armes que la Russie a mis au point. Vous savez, chaque fois quand vous voulez parler de la Russie, toujours vous avez cette idée de parler de l'Ukraine. Alors, moi, je vais vous poser une seule question. TikTok est revenu, hein, Facebook, YouTube est là. Moi, je vais vous poser une question, les gars, avant de clore nos propos. Je vais vous poser une question. Alors, dites-moi, vous rencontrez une demoiselle, c'est toujours facile, hein. Il y a une dame qui dit que Tata, tu es toujours dans tes comédies là. Vous rencontrez une demoiselle, vous voulez l'épouser, et puis elle joue les durs à vous. Alors, pour l'impressionner, vous essayez de faire des choses dont vous n'avez pas les moyens. Et puis, au moment où elle prend conscience et elle commence à vous regarder, c'est là que vos plumes commencent à tomber. Quand je dis vos plumes, ça veut dire que vous n'avez plus rien. Il n'y a plus l'argent, fouetté. Il n'y a plus de soutien. C'est fini. Les habits que vous n'avez plus pour impressionner, là, que vous avez empruntés, les gens demandent leur habit. Voiture, vous n'avez plus pour aller faire à Tarakou, là. Le propriétaire dit, j'ai besoin de ma voiture pour aller faire mon boulot. Maintenant, vous n'êtes rien. Vous redevenez la simple expression de la personne que vous avez toujours été et que vous n'aurez jamais dû quitter pour impressionner qui que ce soit. Donc, devant la dame, vous perdez. Non pas parce qu'elle ne veut pas de vous, mais parce que vous avez voulu la trahir, mentir, la manipuler. Peut-être qu'elle aurait souhaité vous épouser si vous étiez venu seulement avec la plus grande simplicité telle que vous êtes. Mais vous vous êtes laissé manipuler
vous avez voulu tromper et elle vous a pris la main dans le sac. C'est la même chose en Ukraine. Voilà un pays qui sait qu'elle ne peut jamais gagner une guerre contre la Russie. Et elle prend le courage de faire une incursion dans une région russe et commencer même à enlever des gens. Une erreur a été faite, il y a un soldat qui est en train de filmer, par erreur il l'a mis sur les réseaux. Alors, c'est vous qui voulez un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Ce qui est en train de se faire en Russie, c'est quoi? Bon, ça c'est un. Deuxièmement, la Russie maintenant dit, c'est maintenant que moi la guerre commence pour moi. Avant c'était amusement. C'est maintenant que la guerre là, commence. Et tous ceux qui sont rentrés en course, cette région russe, il n'y a pas un seul qui sort survivant parce qu'ils ont coupé l'arrière-pont. C'est-à-dire qu'ils sont entrés, les Russes sont fermés derrière eux. Mais alors, quand vous écoutez la presse française, vous avez l'impression qu'ils sont en train de gagner. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui même là, ils vont prendre le Kremlin. Mais en réalité, ce n'est pas seulement la presse française et tous ceux qui font la propagande, hein, tous ces autres, parce qu'ils ne veulent jamais qu'on accepte de reconnaître que les armes de l'OTAN ne font pas le poids devant la Russie. Mais ce qui est curieux, c'est que ces armes-là ont montré leur véritable limite. Ces armes-là ne peuvent rien faire. Et aujourd'hui, la Russie, tous les soldats, il y en a qui ont compris, hein, vous savez ce qu'ils ont décidé de faire, ils ont dit, attendez, pourquoi on mourir pour une guerre qu'on a déjà perdue? Alors donc, ils ont commencé à déposer les armes, et puis ils ont commencé à se rendre. Ils déposent les armes, ils se rendent. Parce que la Russie a fait une technique, peut-être que vous n'avez pas fait attention, la Russie a créé un canal de communication pour les militaires. Et les administrateurs de ce canal-là parlent aux militaires russes. Oui, aux militaires russes et puis ukrainiens. En leur disant quoi? Si vous voulez déposer les armes, passez par le canal, tout message que vous allez laisser sera tout de suite traité. Donc c'est ce que les Ukrainiens, puisqu'ils n'ont pas de moyens pour communiquer avec les Russes. S'ils veulent aller, les Russes vont les bombarder croyant qu'ils veulent attaquer. Donc les Ukrainiens ont utilisé ce canal de transmission-là pour demander à la Russie, ils ont donné leur position exacte, ils vont se rendre. Et ils ont décidé de se rendre. Quand ils ont reçu l'information nette avec les conditions de leur reddition, c'est ce qu'ils ont fait. En fait, pour sauver leur vie. Ils ont commencé à se rendre. Et les Ukrainiens ont commencé plus, ceux qui sont surtout à chose là, hein, en Russie, là, ceux qui ont a blagué, ils sont entrés, il n'y a plus de soutien aérien, là, parce qu'ils ont fermé la frontière. Quand ils sont rentrés, les Russes sont fermés derrière. Et puis ils ont installé les radars avec les systèmes de missiles S-400, S-500, tous orientés vers là-bas. Un avion passe net là-bas. Donc, il n'y a pas de ravitaillement, il n'y a pas de changement aussi. Donc, les mêmes qui sont là-bas, c'est les mêmes qu'on est en train de pilonner et tuer. C'est un peu ça, c'est la triste réalité. Et ce pays-là qui gagne cette guerre, c'est le partenaire sûr et crédible du Mali. C'est celui avec qui nous travaillons, la Russie. Alors nous interpellons une dernière fois les Ivoiriens à faire preuve. La seule façon où Ouattara pourra tuer les Ivoiriens, c'est mon seul conseil à la Côte d'Ivoire. Si vous voulez écouter, écoutez. Si vous voulez laisser, mais je vous en prie, ne faites pas la bêtise que vous avez faite en 2020. Parce que je me souviens, j'avais demandé aux Ivoiriens, j'ai été l'une des rares personnes à dire aux Ivoiriens, ne sortez pas. Pendant que les Ivoiriens voulaient sortir, je me suis opposé. J'ai dit, ne vous ne faites pas le poids, ne sortez pas. Je l'ai dit, vous pouvez aller regarder. J'ai dit, ne sortez pas. On dit, mais pourquoi tu dis aux gens de ne pas sortir? J'ai dit, parce que je ne vois pas d'organisation. Une telle mobilisation, une telle organisation demande au moins une équipe. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas ça. Les gens sont sortis. Ils ont été exécutés. Vous avez vu le bac à verre. J'ai dit, mais si vous pouvez être des dizaines, des centaines de milliers, alors sortez, le pouvoir va tomber. Mais si vous êtes seulement quelques centaines de personnes, je vous en prie, épargnez vos vies, épargnez vos familles, restez chez vous à la maison. Et c'est le même conseil que je donne aujourd'hui. Le conseil de 2020 que vous n'avez pas écouté, malheureusement j'ai eu raison,
Parce qu'on se rappelle le petit Toussaint, à Yamoussoukro, ils ont coupé sa tête, ils ont fait de sa tête un ballon de football. Il a été décapité. Et rien ne s'est passé. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Les microbes sont sautés, les machettes, ils ont tué. Quand je vous dis, si les gens veulent sortir, qu'ils sachent, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent sérieusement à ce qu'ils veulent faire. Ne sortez pas parce qu'on sort. Au Mali, quand nous on sort, vous regardez, ce sont des millions sur l'ensemble du territoire. Au Niger, c'est pareil. Au Burkina, c'est pareil. Mais si vous n'êtes pas capable de mobiliser autant, ne sortez pas. Sinon, vous allez à la boucherie. Ils vont vous exécuter tous. Parce que le gars qui a une machette là, vous êtes 2000, ils sont 10 avec machette. Ou bien le plein d'un baga, c'est 22. Disons même 30, ils sont 30 avec machette. Vous êtes 5000, 10 000. Vous avez pris bâton. Machette là, il va s'arrêter où? Il peut faire quoi? C'est pourquoi si vous n'êtes pas prêt à sortir massivement, par centaines de milliers, ce n'est pas la peine de faire des manifestations publiques en Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes capable de mobiliser des centaines de milliers d'Ivoiriens, alors sortez. Vous sortez, le pouvoir de Ouattara va tomber. Vous sortez, on a des jeunes gens qui sont sur place, qui vont filmer et puis nous envoyer les images et nous allons les publier pour que le monde se rende compte de ce que Ouattara est en train de faire à la Côte d'Ivoire. C'est la seule façon où il va tomber. Mais si vous n'êtes pas en mesure de faire ça, je vous en prie, ne faites rien. Alors on va reprendre par la grâce de Dieu notre promotion sur le DAMSA, mais pas aujourd'hui. Après quelques jours, quand vous revenez, il y a un petit conseil que je vais vous faire écouter. C'est en anglais, mais je voudrais que vous écoutiez. C'est un de mes amis, 50 Cent. Je veux que vous écoutiez ce qu'il dit ici, ce qu'il donne comme message. Parce que c'est important, de temps en temps. Circle of friends is your secret weapon to success. Think about it. Who do you hang out with most? Are they dreamers or doubters? Go-getters or excuse makers? Here's the truth. You become the average of the 5 people you spend the most time with. Scary, right? But here's the good news. You have the power to choose. Surround yourself with negative people, and you'll find reasons why you can't. Surround yourself with ambitious people, and you'll find ways you can. I've seen it happen. When I upgraded my circle, my whole life leveled up. My mindset shifted. Ici, c'est le conseil que je vous donne pour terminer. Qui vous choisissez comme ami, c'est ce que 50 Cent dit ici. Qui vous choisissez comme compagnon, avec qui vous marchez. Est-ce que c'est avec des gens qui font des excuses, qui n'atteignent rien, qui n'arrivent à rien, ou c'est avec des gens qui ont des objectifs, qui rêvent grand? Alors, il donne un conseil. Débarrassez-vous des amis défaitistes, dont l'esprit est déjà défaitiste. Marchez, ayez pour compagnons des gens qui sont ambitieux. Marchez, parce qu'avec ça, l'échec n'est pas une fin en soi. L'échec, c'est une étape, c'est une expérience. Vous tombez, vous vous relevez, vous comprenez pourquoi vous êtes tombé. Je vous dis, c'est un petit conseil. Quand vous avez un ami négatif, quand vous tombez, ah, je t'avais dit de ne pas faire ça, tu as vu, tu as fait, tu as échoué. Ça, c'est pas l'ami qu'il vous faut. Vous êtes entré dans une relation, vous avez été dupé, doublé. Ah, on t'avait dit que la personne était comme ça, tu n'as pas écouté, tu es rentré. Non, ça, c'est pas des amis. Marchez avec des gens qui peuvent vous aider à comprendre, qui peuvent vous accompagner. C'est pourquoi je dis ici à la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez que Ouattara continue de vous gouverner, de vous voler, de vous piller, alors dormez, croisez les bras, inutile d'aller risquer vos vies. Mais si vous voulez changer quelque chose, commencez à vous poser les bonnes questions. Ici, c'est ce qu'il dit. Quand vous suivez des filles comme Emma Loès, qu'est-ce qu'elle vous apporte dans la vie? Est-ce qu'elle vous inspire? Parce que vous ne connaissez rien de son passé. Vous l'avez pourvu un jour comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quelles sont les étapes? Moi, par moment, je parle de ma vie aux gens. Ce par quoi je suis passé pour arriver là aujourd'hui. Très souvent, quand les gens viennent chez Keïta, ah, Keïta, je dis, hey, faut pas envier ça. Hein. Ça, ce sont des choses matérielles. Mais ce qui est important, c'est la personnalité spirituelle d'abord qu'il faut former. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller dans une église ou dans une mosquée. La personnalité spirituelle, Dieu nous a fait don. Tous, on a ça. On a tous la personnalité spirituelle.
qu'on est esprit avant d'être corps. C'est pourquoi on dit un esprit sain dans un corps sain. C'est important et c'est fondamental. Ici, comprenons bien le message de 50 Cent. C'est pour accompagner chacun de vous, chacun de nous, à faire les meilleurs choix. En politique, qui vous avez comme compagnon en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Niger? Qui vous accompagne? Ceux qui disent laissons la France nous voler ou ceux qui disent non, il faut qu'on se batte pour l'intérêt de notre pays. Parce que cela, il va de la survie de nos enfants. Ce combat-là, il est noble. Il faut le mener. On va tomber, c'est vrai, mais on va se relever. On va tomber encore, on va se relever. On va tomber encore, on va se relever. Parce que c'est ça qui donne un sens à notre vie. Et rien d'autre. Et c'est ça qui est fondamental. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Qu'est-ce que nous espérons réellement? Quel genre de personnes voulons-nous être? Quel genre de pays voulons-nous avoir? Envier les autres ou avoir notre propre prospérité chez nous? Aller mourir en mer ou avoir notre propre prospérité chez nous? Pourquoi les jeunes gens vont mourir en mer pour aller là-bas? Parce qu'ils ont bâti quelque chose. Pourquoi on ne ferait pas le sens contraire? Que maintenant c'est eux là qui prennent la mer et puis mourir avant de venir chez nous. C'est pourquoi cette réserve que nous avons dans le Sahel, personne n'a droit. C'est le Sahel et le Sahel seul. On peut partager avec le monde selon nos propres termes et conditions. Mais pas des gens qui viennent nous voler, pas des gens qui viennent nous piller, même pas la France. C'est pourquoi on se bat. Et ce combat-là, il est noble. Ce combat-là, il est glorieux. Alors,